Alors, on va d'abord aujourd'hui, ce sera le principal de cette séance maintenant, examiner en quoi ce néo-monde n'est pas si nouveau que ça. C'est important comme question, de savoir ce qu'il y a de nouveau ou de pas nouveau dans ce qu'on est en train de vivre. En quoi c'est inédit, en quoi ça ne l'est pas. Il est inutile, par exemple, d'espérer formuler quoi que ce soit de judicieux concernant les laboratoires pharmaceutiques, sans connaître, je ne parle même pas de se prononcer pour ou contre les laboratoires pharmaceutiques, juste de dire quoi que ce soit d'intelligent les concernant, si on ne connaît pas l'histoire particulière, au sein de celle du capitalisme moderne, donc il faut aussi connaître un peu l'histoire du capitalisme, de cette industrie-là, les laboratoires pharmaceutiques. Comme il est vain de vouloir discuter les décisions, ou plutôt les oukases du ministère de la Santé, sans tenir compte de ce que représente un tel ministère à l'ère du spectaculaire intégré, pour reprendre des notions et des concepts debordiens. Lorsque Olivier Véran s'exprime, c'est pas juste Olivier Véran qui s'exprime, c'est un ministre de la Santé, c'est un ministère de la Santé. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère de la Santé aujourd'hui? C'est important d'avoir eu les bonnes lectures pour le comprendre. Voilà, sinon on entend quelqu'un parler et à la rigueur on lui obéit ou on lui obéit pas. Et on ne sait pas pourquoi il parle, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas d'où il parle, comme on disait autrefois. Par conséquent, il est très important, pour voir un peu clair dans ce qui advient aujourd'hui, non pas de se tenir informé sur Twitter, ni à la télévision, ou à la radio, ni en lisant les articles des journaux, mais, comme toujours, à nouveau, d'avoir lu et de continuer de lire les bons livres. Et parmi les bons livres, particulièrement ceux de Guy Debord, pour la raison qu'il a élaboré dès 1967 une théorie du monde moderne, celle du spectacle, ce qu'il appelle la société du spectacle, dont il a décrit avec précision la formation et la généalogie au cours du XXe siècle et jusqu'à très récemment. Debord est mort en 1994, donc quand même assez récemment, et il a eu l'opportunité d'analyser l'ultime mue et l'ultime métamorphose de la société du spectacle dans ce qu'il qualifiait de néo-stalinisme plus parfait que le premier. C'est ce qu'il écrivait à Jean-François Martos le 19 décembre 1986, lui annonçant la rédaction et la composition de son chef-d'œuvre qui va paraître en 1988, les commentaires sur la société du spectacle, où il est surtout question des différents moyens de répression qui se développent dans la dite société du spectacle. C'est Debord qui écrit ça à Martos, les différents moyens de répression de ce néo-stalinisme plus parfait que le premier. Pourquoi Debord est-il si important à lire aujourd'hui? Ça fait partie des bons livres qu'il faut lire et qui sont indispensables, les livres de Debord, et les films de Debord, les textes de Debord, pour comprendre ce qui nous arrive en 2021. Pourquoi? Parce que, quasiment seul en France, quand tous les autres écrivains et intellectuels se partageaient entre gaullisme, fascisme et stalinisme, et le maoïsme en étant un avatar, c'est-à-dire quasiment tous les intellectuels français, à la différence de ces gens-là, Debord est le seul et unique, quasiment en France, à avoir su expliquer comment, sous les apparences les plus aveuglément trompeuses, s'unifiait pour son malheur un monde constitué de continents, de nations et de régimes politiques aux aspects si disparates. La pandémie de 2021, elle s'est produite dans un monde intégralement unifié, tel que l'a défini et tel que l'a théorisé, tel que l'a révélé Debord. Première raison pour laquelle c'est si important de le lire. Debord a su dire en quoi et pourquoi cette unification opérée par la marchandise, et qui avait pour avers la séparation achevée de tout le vivant, était fatale, et relevait d'un monde se ruant vers sa propre autodestruction. Ça aussi, il l'a pensé. Le mot il est de Debord, par exemple, dans la thèse 174 de la Société du spectacle. Même pas des commentaires, de la Société du spectacle, donc dès 1967. C'est ce qu'il écrit, par exemple, dans la thèse 63 de la Société du spectacle. C'est l'unité de la misère qui se cache sous les oppositions spectaculaires. Si des formes diverses de la même aliénation se combattent sous les masques du choix total, c'est parce qu'elles sont toutes édifiées sur les contradictions réelles refoulées. C'est ainsi, en lisant Debord,
qu'on peut le mieux saisir aujourd'hui la logique de l'éminence qu'est en train d'acquérir la Chine communiste totalitaire. Une éminence qui, sans rompre avec les composantes les plus répressives du stalinisme le plus classique, n'en est pas moins à l'avant-garde du capitalisme le plus contemporain. Ça, c'est un paradoxe que Debord seul a été en mesure de convenablement penser et annoncer. La société du spectacle, ce qu'il appelle la société du spectacle, c'est-à-dire le monde planétairement unifié dans lequel les humains vivent, c'est un monde qui se survit, qui se dégrade et qui, ayant hérité de toutes les tares de l'ancien monde, se dirige vers son autodestruction selon des modalités inédites. Qu'a annoncé, vu, comprise et théorisé Debord. Comprendre le monde de 2021, ça revient donc à la fois à connaître ce qu'il charrie d'immonde néo-vieillerie, ce que Baudelaire qualifie de décrépitude, et ce en quoi il diffère et innove, mais toujours dans l'abjection, en comparaison du néo-vieux monde du XXe siècle. Vous voyez, j'en reviens à mon idée qu'il y a des choses dans le nouveau monde qui sont nouvelles et des choses qui sont très vieilles. Et ce qu'il y a de très vieux et ce qu'il y a de très nouveau, c'est Debord qui permet de le penser. Alors, il y a certains aspects par lesquels le monde d'aujourd'hui, en 2021, c'est un vieillard déliquescent, et il y a d'autres aspects par lesquels le mal dont il souffre est littéralement une agonie 2.0, laquelle révoque instantanément comme des vieilleries dépassées les interprétations gaullistes, staliniennes ou fascistes à la papa, rendues obsolètes par toute pensée tenant compte de la récente double mutation hélicoïdale, comme l'ADN, de l'argent, devenu finance algorithmique, et de la technique. Avant de revenir à Debord, je veux donc commencer par examiner quelques-unes de ces vieilleries du monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de toujours vieux, et qui participe d'ailleurs à l'agonie du monde. L'agonie, elle se manifeste sous une forme nouvelle. Pas nouvelle pour Debord, je vais y revenir, mais nouvelle par rapport à ce qu'on s'imaginait que serait le monde il y a 50 ans. En revanche, les vieilleries qui empoisonnent le monde d'aujourd'hui, là aussi très bien vu et très bien explicité par Debord, quelles sont-elles? Eh bien, il y a quelque chose, c'est pas tellement Debord qui en parle, mais moi je vais vous en parler maintenant, d'indécrottable dans le monde de 2021, en dépit de tous les fantasmes de transmutation des humains, qu'on parle de transsexualité ou de transhumanisme, c'est kiff-kiff, c'est ce qu'on appelle depuis toujours la nature humaine. C'est très important, la nature humaine. Il faut savoir en tenir compte lorsqu'on tâche de comprendre les motivations des uns des autres, et y compris lorsqu'on traite des plus brûlants sujets d'actualité. Il ne faut jamais oublier la nature humaine. Alors, lisez Balzac, par exemple, et tout y est. Vous avez une humanité qui est très comparable à la nôtre, de ce point de vue-là, du point de vue de la nature humaine. La nature humaine, entre guillemets, ce qu'on appelle la nature humaine, c'est-à-dire la vanité, l'orgueil, la soif de pouvoir personnel, la cupidité, la jalousie, l'égoïsme, l'amour propre, si bien qualifié par La Rochefoucauld, eh bien c'est elle qui permet d'expliquer, par exemple, en partie seulement bien sûr, l'échec de toutes les tentatives révolutionnaires égalitaires, depuis la française de 1789 jusqu'aux révolutions arabes de ces dernières années, en passant, pour aller très vite, par la Commune, 1917 en Russie, la révolution culturelle en Chine, ou mai 68. Elles ont toutes échoué. Comment l'expliquer ? Il faut envisager ça. C'est aussi des questions qui se posent aujourd'hui, à l'heure où des gens plutôt intelligents et plutôt bien intentionnés expliquent qu'il faut vraiment changer de monde. Le monde est en train de mourir, et avant qu'il ne meure, il faut changer de monde. Et avant qu'il ne s'autodétruise, il faut envisager un autre monde. Or, des gens qui ont envisagé un autre monde, les révolutionnaires, ont tous échoué, depuis dans leurs ambitions de modifier le monde et de changer le monde, depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, selon moi, l'une des raisons de ces échecs répétitifs, qui posent un problème à toute pensée révolutionnaire, à toute pensée qui serait révolutionnaire, c'est une vraie question, qui n'est pas facile à examiner, c'est la nature humaine. C'est quelque chose, par exemple, dont Céline faisait le constat des abusés dans son pamphlet qui est écrit à son retour de Russie, peu après donc le grand succès de Voyage au bout de la nuit. Ce pamphlet, c'est quasiment pas antisémite, il n'y a quasiment rien d'antisémite dans ce premier pamphlet, qui s'intitule Mea culpa. Et voilà ce qu'écrit Céline, et qui est quelque chose qu'on est un peu obligé d'avaliser, de prendre en considération quand on regarde aussi les êtres humains d'aujourd'hui.
L'homme, les êtres humains qui se sont rués pour se faire vacciner, et qui se sont rués pour avoir leur passe sanitaire, et qu'on retrouve aux terrasses des cafés, séparés par des barrières dans lesquelles ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas fait de test n'ont pas le droit d'entrer. L'homme, il est humain à peu près autant que la poule vole, écrit Céline. Quand elle prend un coup dur dans le pot, quand une auto la fait valser, elle s'enlève bien jusqu'au toit, mais elle repique tout de suite dans la bourbe, rebectée la fiente. C'est sa nature, son ambition. Pour nous, dans la société, c'est exactement du même. On cesse d'être si profond fumier que sur le coup d'une catastrophe. Quand tout se tasse à peu près, le naturel reprend le galop. Pour ça même, une révolution, faut la juger 20 ans plus tard. Et il y a, en effet, à cette consternante série d'échecs révolutionnaires, une seule exception. Une seule révolution des temps modernes qui a pleinement accompli tout ce qu'elle se promettait. Et cette révolution, qui est la seule à avoir triomphé, pour notre malheur, c'est laquelle? C'est la révolution industrielle. Et pourquoi? Ou plutôt comment? Pourquoi cette révolution industrielle, qui est une révolution, elle aussi, avec une mutation, et un changement de monde, un changement de rapport au monde, elle a si bien réussi, au point qu'elle est en train de dévaster et de ravager la planète, alors que toutes les autres révolutions, qui étaient aussi des volontés de modification du monde, ont échoué. Pourquoi c'est le capitalisme qui triomphe? Parce que c'est assez simple à comprendre, en fait, c'est une des raisons à la source de tout cela. C'est qu'elle ne s'est pas contentée de laisser cette révolution-là, la brèche ouverte aux divers poisons de la nature humaine, que je viens d'énumérer, la jalousie, la volonté de gloire, la cupidité, etc., qui ont fini par détruire de l'intérieur toutes les bonnes volontés révolutionnaires. Elle ne s'est pas contentée de laisser la brèche ouverte à ces divers poisons de la nature humaine, si bien qu'ils en frelatent tous ses desseins, tous ses objectifs, perturbent toutes ses opérations, entravent toutes ses réalisations et pervertissent toutes ses victoires. Mais c'est parce qu'elle s'est formellement, la révolution industrielle, bâtie et structurée à partir du plus puissant ressort de la nature humaine. Et c'est quoi ce plus puissant ressort de la nature humaine sur lequel s'est construite consubstantiellement la révolution industrielle? C'est la concupiscence. Et particulièrement cette forme de convoitise universellement partagée, la cupidité. Des choses qu'on trouve chez Marx. Très bien dites, très bien formulées. Il n'y a pas de capitalisme s'il n'y a pas de cupidité. Et s'il n'y a pas une cupidité de la cupidité. L'essence même du capitalisme, c'est une cupidité de la cupidité. Alors évidemment, il y a d'autres raisons que l'exécrable fin de l'or, auri sacra fames, que Pline appelait déjà. J'avais dit, j'ai cité cette phrase évidemment célèbre, l'exécrable fin de l'or, auri sacra fames, dans le séminaire il y a quelques séances, et je m'étais trompé, j'avais attribué à tort à Virgile. C'est Pline, c'est une formule de Pline. Alors c'est pas la seule raison à l'implacable déploiement planétaire de la révolution industrielle, à sa mue en capitalisme et à la métamorphose de celui-ci, le capitalisme, en finance algorithmique. Mais cette raison-là, elle ne saurait jamais être ni oubliée ni négligée. Et Marx lui-même ne la négligeait pas, je viens de vous le dire, lorsqu'il écrivait par exemple dans la deuxième partie de la critique de l'économie politique, au chapitre thésaurisation de la troisième partie, qui s'intitule l'argent, l'argent n'est pas seulement un objet de l'appétit d'enrichissement, il est l'objet même de l'auri sacra fames. L'argent, il est l'objet même de l'auri sacra fames, ce que j'appelle la cupidité de la cupidité. Autre chose est le goût des richesses particulières, d'utilité comme les vêtements, les parures, les troupeaux, etc. Autre chose est cette soif d'enrichissement, car elle n'est possible que si la richesse générale, en tant que telle, s'individualise en un objet particulier et peut ainsi se fixer comme marchandise particulière. L'argent apparaît donc autant comme objet que comme source du désir de s'enrichir. À la base, on trouve la valeur d'échange en tant que telle, et donc son accroissement qui devient une fin en soi. Je souligne, c'est toujours Marx qui parle. L'avarice tient ferme le trésor et ne permet pas à l'argent de devenir un moyen de circulation. Mais la soif de l'or entretient dans le trésor une âme de monnaie. Une âme, comme l'âme et le corps, de monnaie, je souligne, c'est Marx qui parle, une aspiration permanente à circuler. Et, à ce propos, c'est vraiment la cupidité de la cupidité. C'est quelque chose qu'on voit de manière évidente lorsqu'on regarde les trois crétins, les trois baltringues qui regardent la planète s'enflammer
en orbite autour de la Terre, hein, les 3 multi-archimilliardaires. Voilà. Là, on voit ce que c'est que la cupidité de la cupidité. On voit en quoi l'argent, c'est pas seulement, comme dit Marx, l'objet de l'appétit d'enrichissement. C'est une autre substance, empoisonnée évidemment et empoisonnante. Alors, ce que j'appelle la nature humaine, quel est le rôle de la nature humaine là-dedans? Eh bien, c'est ce que Marx, lui, pour sa part, il nomme, toujours dans ce même chapitre de la critique de l'économie politique, d'après une formule anglo-saxonne, l'inner man, l'homme intérieur, inner man. Et pour montrer, Marx, à quel point chez l'individu marchand, l'inner man, donc c'est Marx, je cite Marx, l'homme intérieur, reste inchangé, même quand il s'est civilisé, même s'il est devenu capitaliste. Fin de la citation. Il va donner en exemple ce représentant londonien, donc c'est Marx qui donne cet exemple, d'une banque cosmopolite, disons une banque, on dirait aujourd'hui une banque globale ou une banque internationale, qui a pris pour blason familial un billet de 100 000 livres, sous verre et encadré, 100 000 livres sterling. Donc il a pris un billet qui vaut 100 000 livres et il l'a mis sous verre et encadré. C'est ça l'inner man, dit la vanité propre qui est anticapitaliste d'une certaine manière, dit Marx, puisque cet argent, s'il était mis en circulation, il a une forte valeur de 100 000, ce billet, il a une valeur immense de 100 000 livres sterling. Le savoureux, termine Marx, c'est ici l'air d'ironie hautaine avec lequel le billet contemple le monde inférieur de la circulation. Voilà, donc c'était un peu anecdotiquement pour vous dire que ce que moi j'appelle la nature humaine, et qui a évidemment la cupidité de la cupidité, qui a un rôle majeur dans le déploiement et dans le triomphe de la révolution industrielle, donc du capitalisme, c'est ce que Marx appelle lui l'inner man. Telle est la raison, selon moi, du triomphe de la révolution industrielle sur toutes ses rivales. Elle a métabolisé une banale mesquinerie, un simple mauvais sentiment, la cupidité, en un objet d'échange universel, qui est la raison pour laquelle le capitalisme ne pouvait naître qu'en Occident. Parce que cet objet d'échange universel, la monnaie, on sait que c'est une définition de la monnaie par Marx, cet universel-là, il est proprement occidental, il n'existe pas ailleurs. Là, c'est examiné lors des séances consacrées à l'universel dans le séminaire. Alors souvenez-vous, toujours pour rester sur ces questions-là, elles sont évidemment principales aussi, on verra, je vais reparler de la finance et de la corruption aujourd'hui, à l'heure de Big Pharma. C'est quelque chose de très important et d'essentiel pour comprendre aussi la crise sanitaire. Tout ça est lié, c'est pour ça que je m'y attarde un petit peu maintenant. Souvenez-vous à ce propos-là un film des années 80 qui s'appelait Wall Street, et du discours sophistique de son héros maléfique, je ne me souviens plus comment il s'appelait, qui reprenait la formule « La cupidité c'est bien, greed is good » en anglais. Voilà ce qu'énonçait ce type, qui était joué par le fils de Kirk Douglas, Michael Douglas. Le fait est, mesdames et messieurs, que la cupidité, faute d'un meilleur mot, est bonne, greed is good. La cupidité est juste. La cupidité fonctionne, la cupidité clarifie, coupe et capture l'essence de l'esprit d'évolution. La cupidité, sous toutes ses formes, cupidité pour la vie, pour l'argent, pour l'amour, pour la connaissance, a marqué la montée en puissance de l'humanité. Et la cupidité, croyez-moi, ne sauvera pas seulement Teldar Paper, c'est l'usine du film, mais aussi cette autre société défectueuse appelée les États-Unis. Évidemment, il y a un ton ironique de la part du scénariste qui a écrit ça, mais c'est intéressant parce que ça montre ce qui se passe dans l'esprit dans l'arrière-fond d'un possédé de la cupidité. Aujourd'hui, ces gens-là sont partout et ces gens-là dominent le monde. Les possédés de la cupidité. Américaine, auprès du gouvernement Macron, lors de la prochaine séance.